non, non, c'est quoi, comment est-ce qu'on parle de ça, comment est-ce qu'on interagit. Puis, en fin de compte, ben, la voici. Je pense que Oscar l'avait vu une fois quand je l'ai fait pour PMI Montréal en juin, puis il dit « Hey, non, c'est moins pire que je m'attendais, c'est moins tough. » Donc, moi, j'appelle ça le coût tacite de la dette conversationnelle parce que tacite, c'est du non-dit. Puis, quand on pense à la dette conversationnelle, c'est du non-dit. Donc, je trouvais ça intéressant je trouvais que ça faisait une belle joke d'avoir le coup qu'on ne parle pas de la chose qu'on ne parle pas. Parce qu'il y a un coût à ça dans les organisations. Il y a un énorme coût. Puis, je n'ai pas le goût de parler nécessairement de ce coût-là en détail, mais j'ai plus le goût initié au sujet de vous donner le goût peut-être d'en savoir plus, de faire quelque chose, juste d'être capable d'avoir plus. Puis, donc, première moitié, ça va être deuxième moitié, on va parler de choses concrètes qu'on peut faire pour commencer à réduire puis à éliminer cette dette conversationnelle. Donc, présentation rapide de moi. Et ma slide ne change pas. OK, ça s'en vient. Excusez-moi, on a des petits délais techniques, ça a l'air. Donc, mon nom est Stéphane Surdec. Je suis le fondateur d'une compagnie qui fait du coaching, de la consultation qui s'appelle Surdec Solutions. Je suis un coach en développement de leadership, je suis un formateur aussi. Je travaille beaucoup avec des leaders dans les organisations pour les aider à créer une transformation durable en travaillant sur leur mindset, en travaillant aussi sur leur état d'esprit et comment ce qu'ils abordent les gens dans leur environnement de travail. Je suis un coach en développement intégral formé par Ventures West, ce qui veut dire que j'ai la capacité de voir les gens d'une manière un petit peu plus profonde, les écouter d'une manière un petit peu plus profonde. Autant un coach de vie qu'un coach, vraiment un coach plus à un niveau professionnel. Je suis un Approved Tribal Leader de Culture Sync. Ça, dans le fond, c'est la capacité d'amener des gens ensemble, la capacité de créer des groupes qui ont un but commun ensemble, qui aiment travailler ensemble, qui ont le goût de travailler ensemble. Et puis, je suis un auteur. Vous avez potentiellement vu des partages que je fais sur LinkedIn. J'ai écrit des articles sur Forbes, wellness.com, marriage.com aussi, imaginez-vous donc, Cutter Consortium, puis plusieurs autres sites web. Donc, en gros, ça me présente moi. Mais on est ici pour parler de quelque chose de plus spécifique. Donc, on veut parler de dette conversationnelle. C'est quoi la dette conversationnelle pour vous? Qu'est-ce que vous en comprenez à haut niveau comme ça? Puis là, c'est le moment que vous pouvez vous démuter, dire quelque chose ou écrire quelque chose dans le chat. Et puis, je vais demander à Jordan s'il y a des choses dans le chat. 5, 4. Bien, je vais vous aider. La dette conversationnelle, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, la dette conversationnelle, c'est tout ce dont on ne parle pas dans nos vies ou dans les organisations. Christophe, il y a Jean-Christophe Marin qui l'a mentionné justement. Tout ce que l'on ne s'est pas dit et qui aurait dû. Oui, tout ce qu'on aurait pu dire ou qu'on aurait pu discuter puis qu'on n'a pas eu pour toutes sortes de raisons. Puis des raisons, on va en parler tout à l'heure aussi. Là. On va parler de qu'est-ce qui cause cette dette-là, puis comment est-ce qu'elle se manifeste un peu partout dans nos vies. Mais à la base, la dette conversationnelle, c'est ça. C'est toutes les choses qu'on ne se parle pas, qu'on devrait se parler. Puis le défi de la dette conversationnelle, c'est que c'est beaucoup comme la dette de carte de crédit. Dans le fond, là, c'est quelque chose que, vu qu'on ne paye pas, ça s'accumule. Vu que ça s'accumule, ça a des conséquences. Puis ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est d'essayer de ne pas créer cette dette-là à l'intérieur de nos vies. On veut être capable d'adresser les choses d'une façon un petit peu plus saine. Cette dette conversationnelle-là, on la retrouve partout. On la retrouve pas seulement à l'intérieur d'une organisation, à l'intérieur de nos environnements de travail, on la trouve aussi à l'intérieur de nos vies personnelles. Si on parle un petit peu de quoi ça peut avoir l'air, la dette conversationnelle au travail,
Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui serait un exemple concret de dette conversationnelle au travail? Jordan, est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant? Je suis un petit peu loin de l'écran. Non, c'était pas lié à ta question, justement. Ah, là, voilà. André Manta précise des frustrations non mentionnées. Oui, mais quel genre de frustration non mentionnée? Peux-tu me donner un exemple concret d'une Lydia, frustration non mentionnée? en attendant qu'André puisse réagir, Lydia met en avant un conflit avec une collègue. Oui, Jean-Christophe, de la reconnaissance. oui. Donc, quand on n'a pas de reconnaissance, puis que ça crée quelque chose, quand on a un conflit avec un collègue, puis qu'on n'en parle pas. Tout le monde dans l'équipe le sait que Lydia ne s'entend pas avec Jean-Christophe, mais c'est pas grave, on ne peut pas s'en parler, c'est tabou ici. Un autre exemple de dette conversationnelle qui peut créer de la frustration, c'est par exemple quand vous savez la personne qui arrive tout le temps en retard à une rencontre. Le daily commence à 9 h le matin. Cette personne-là arrive tout le temps à 9 h 05. Dès que la personne arrive, tout le monde roule les yeux en arrière de la tête. Tout le monde est frustré. Mais dans le fond, personne ne dit plus un mot. Ça, c'est un exemple aussi concret de dette conversationnelle. En avez-vous d'autres? Des limites personnelles qu'on pense ne pas avoir le droit de dire, les forces et Oui, points faibles, capacités des différentes personnes. Puis ça, je oui. ne saurais pas comment le clarifier, mais ensemble des piliers personnels. Alors, si Jean-Christophe, tu veux clarifier ton point, n'hésite surtout pas. Ben, je disais, c'était un petit peu dans tout ce qui va être dans le to be, c'est-à-dire c'est plus dans la notion on parlait de coaching tout à l'heure, de relations interpersonnelles, c'est lié pour moi à la communication, c'est lié à ton ressenti personnel, c'est lié à la ressenti de l'autre, donc tout ce qui fait l'univers du système à un moment donné, quoi. Puis là, ce que tu exprimes, c'est beaucoup des causes. C'est pas la dette comme telle. Tu parles du résultat. Excuse-moi, tu parles des choses qui la créent. Versus, c'est quoi qui peut être un morceau de dette. Donc, tantôt, il y avait un exemple sur la reconnaissance. C'est sûr que si, en tant que gestionnaire, je ne donne jamais de la reconnaissance à certaines personnes, puis ces gens-là, c'est mes meilleurs dans mon équipe, ils vont peut-être sentir de la frustration à un moment donné. Si, par exemple, j'essaie de voir vraiment qu'est-ce qui va vous permettre de... Quelqu'un qui se comporte mal dans une rencontre, puis il n'y a personne qui dit rien. C'est comme accepter que cette personne agit comme ça dans la rencontre. Ça, c'est une autre forme de dette aussi. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient d'apparaître? Oui, donner le feedback à un employé peu performant, politique et rôle et responsabilités peu clairs, voire pas clairs, et toutes les Oui. discussions difficiles, dire à quelqu'un qu'il met trop de parfum, qu'il parle trop fort, qu'il a mauvaise haleine. Oui, ça, c'est tous des super bons exemples. C'est des choses très communes. Combien de fois que ça nous arrive d'être dans ces positions-là où on se dit, un peu comme Jean-Christophe disait, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le goût? Ça, c'est l'autre question aussi. Donc, on parle de dette conversationnelle au travail, mais il y a aussi de la dette conversationnelle qui peut se passer à la maison. Ça, c'est vraiment ma famille. Ma conjointe a dit, tu as vraiment mis une photo de nous? Oui, 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 c'est correct. Les gens ne le sauront pas. Puis après ça, je le dis à chaque fois que je présente cette slide-là, mais ce n'est pas grave. Ça peut ressembler à quoi de la dette conversationnelle à la maison? Peut-être un peu la même Vous chose. savez, là, la conversation que vous avez eue avec votre conjoint, votre conjointe, parce que ça fait 75 fois que vous l'avez eu dans la dernière année, ça n'a absolument rien changé. Puis la 76e fois est un petit peu moins tentante. Là, on commence à rentrer dans la zone de dette conversationnelle. Avec vos enfants, c'est quoi les conversations que vous avez avec vos enfants, que vous n'avez pas avec vos enfants? Ça aussi, c'est un exemple de dette conversationnelle. C'est quelque chose qu'on voudrait adresser, qu'on voudrait travailler dessus, puis qu'on ne fait pas.
À part ça, il peut y avoir de la dette conversationnelle dans votre communauté aussi. Si vous êtes coach avec une équipe sportive, si vous faites quoi que ce soit dans votre communauté, puis que tout le monde sait quelque chose, mais ça ne se parle jamais, ben ça aussi, c'est de la dette conversationnelle. Mais toute cette dette-là, comme j'ai dit, elle s'accumuler, puis s'accumuler continuellement. Quand on parle de comment ça arrive la dette conversationnelle, qu'est-ce qui crée ça? Dans l'exemple que tu étais tout à l'heure. Donc, c'est quoi ce qui peut créer de la dette conversationnelle? Stéphane, je te coupe parce que je ne sais pas si les autres ont ça, mais moi, ton image a un petit peu lagué. Alors, si tu peux juste reprendre ton point, peut-être, ce serait… OK. Ce que je mentionnais, c'était que là, on est exactement dans la zone que Jean-Christophe était tout à l'heure. C'est quoi qui crée la dette conversationnelle? Qu'est-ce qui fait qu'on commence à la créer, qu'on commence à l'accumuler? Parfait. Donc, il y a déjà des réactions. Marilyn propose quelque chose qu'on amène dans l'équipe de travail, que tout le monde veut en parler, mais qui est remise dans une rencontre ultérieure qui n'a jamais lieu. Procrastiner en quelque sorte. Difficulté à exprimer ses besoins. Qu'est-ce qui crée la dette? La peur des conflits. Des fois, il y a de la procrastination. C'est un petit peu moi qui l'ai résumé à travers ce mot-là. Alors, je ne sais pas si ça peut être l'idée de Marilyn, mais c'est ça que je comprenais. Et Marie-Hélène propose la peur d'être jugée, de la colère des autres, de déranger, de déplaire. Oui. Donc, ça, c'est beaucoup de ce qui est nommé là. Il y a des choses que c'est autour de la permission. Est-ce que j'ai le droit de parler de ça? Ou est-ce que je n'ai pas le droit de parler de ça? Je suis qui, moi, pour aller dire ça à Marie-Hélène? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Qu'est-ce qui va arriver? Ce serait tellement plus facile si mon gestionnaire Jordan lui parlait plutôt que moi. Puis, le gestionnaire Jordan, ce n'est pas nécessairement qu'il a besoin d'en parler. Puis là, ça devient de sa faute parce qu'il n'en a pas parlé. Puis la dette s'accumule, puis la frustration s'accumule du côté de Marie-Hélène. C'est un exemple quand même assez concret. On a des drôles de problèmes techniques. C'est comme si la connexion… Marie-Hélène, je m'adresse à toi spécifiquement. Ton nom dans la conversation, est-ce que c'est pour contredire Stéphane ou, ou c'est pour faire… Tout à fait, c'était pour le taquiner. OK, ça marche. C'est parce que je picossais dessus, puis elle n'aime pas ça se faire picosser dessus, ça a l'air. Très bien. On se connaît pour de vrai, c'est pour ça qu'elle me taquine. OK. Mais ça, c'est le genre de choses au niveau de la permission. C'est est-ce que je suis légitime de parler de ça? Une des choses très simples que j'essaie d'utiliser avec des équipes pour les aider à passer au-dessus de ça, c'est d'avoir une entente de collaboration, ce que certains d'entre vous appelleraient peut-être des règles d'équipe. Mm-hmm. Avec les règles d'équipe, ce qui arrive, c'est ce que je dis souvent aux gens, moi j'utilise le terme, comme j'ai dit, entente de collaboration, c'est, moi je leur explique comme ça, c'est toutes les choses qu'on a le droit de se parler entre nous. On se donne la permission. C'est même pas une question de j'ai le droit ou j'ai pas le droit, c'est sur la liste, tu as le droit d'en parler. Comment je l'accueille, ça, c'est mon problème à moi. Puis, des fois, le bout difficile avec ça, c'est de dire aux gens, tu sais, comme, comment je pourrais te dire ça, d'aider les gens à comprendre que c'est pas au Scrum Master puis au gestionnaire, mais c'est vraiment à tout le monde dans l'équipe de se parler de ces choses-là, de nommer ces choses-là. Donc, on parlait de légitimité, on parlait de permission, on parlait de manque de courage aussi. Des fois, j'ai pas le courage d'avoir la conversation parce que j'ai la peur du conflit qu'on a nommé tantôt aussi. Fait que cette peur du conflit-là, moi, je dis souvent, dans un de ses films, Steven Seagal avait sorti quelque chose de très intéressant des fois. Il disait, l'anticipation de la mort, est pire que la mort comme telle. Je vais vous répéter ça. L'anticipation de la mort est pire que la mort telle qu'elle. Donc, dans le fond, ce qu'on dit ici, là, c'est que la conversation, au lieu d'en avoir peur,
sais, elle va être aussi pire que tu choisis qu'elle va l'être. Fait que si tu te racontes une histoire d'horreur, c'est un petit peu comme une prophétie que tu fais toi-même. Quand ça va mal, c'est comme je le savais, ben, tu l'as comme mis dans l'univers aussi pour que ce soit comme ça, là. Une autre des causes de la dette conversationnelle, c'est la culture de la compagnie. Qu'est-ce qu'on a le droit de se parler ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de se parler ici? Ou qu'est-ce qu'on pense qu'on a le droit de se parler ici? Ça peut être une grosse cause des fois. Je ne sais pas, j'ai fait plusieurs meet-ups avec vous autres. Est-ce que je vous ai déjà raconté, est-ce que tout le monde ici connaît l'histoire des 5 singes de la gestion de changement? Non, pas moi. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, raconte des histoires. OK. Donc, il y a des scientifiques qui sont en train de jaser ensemble et qui n'ont rien à faire. Ils disaient, hey, on pourrait faire une petite expérience. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va mettre des singes dans une salle. Puis là, ce qu'on va faire, c'est mettre une échelle dans la salle. Puis on va mettre des bananes en haut de l'échelle. Puis chaque fois qu'ils vont essayer de monter, là, on va les arroser puis on va regarder ce qui arrive. Donc là, ils mettent des singes dans la salle. Les singes voient l'échelle, voient les bananes en haut. Qu'est-ce qui arrive? Oh, banana! Puis là, ils partent puis ils grimpent dans l'échelle. Là, dès qu'ils mettent le pied sur l'échelle, ils se font arroser. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils décident, ah, il y en a assez, puis ils abandonnent. Puis là, le deuxième singe essaye. Puis le troisième singe essaye. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'ils se font tout arroser jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se disent, ben là, on n'est pas pour monter l'échelle, on va se faire arroser. Fait que là, les scientifiques commencent à trouver ça moins drôle. Ils commencent à dire, ouais, notre jeu est pas mal fini. Ouais. Puis si on en changeait un, juste pour voir ce qui arrive. Donc, ils prennent un singe et ils le sortent. Puis là, ils en prennent un nouveau, puis ils le mettent dans la salle. Le singe, il voit l'échelle, voit les bananes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Oh, banana! Puis il part. Puis il grimpe dans l'échelle. Puis dès qu'il commence à grimper dans l'échelle, il a mis 2 pieds sur l'échelle. Qu'est-ce qui arrive? Les 4 autres singes le prennent, le tirent et commencent à le tapocher. Il essaye quelques fois jusqu'à ce qu'il apprend qu'il ne faut pas qu'il monte dans l'échelle. Là, les scientifiques disent, ouais, c'est intéressant, mais là, on ne peut plus arroser personne. On devrait peut-être changer un autre singe. Fait qu'il change un deuxième singe. Deuxième singe arrive, voit l'échelle, voit les bananes. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, banana! Puis il part. Dès qu'il a mis son deuxième pied, les 4 autres singes le prennent, l'accrochent, le tapochent aussi. Puis les scientifiques les changent tous jusqu'à ce qu'ils se rendent au 5e. Le 5e singe s'est jamais fait arroser. Il arrive, voit l'échelle, voit les bananes. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, banana! Il s'essaye lui aussi. Puis tous les autres singes le prennent, le tirent, le frappent pour pas qu'il refasse ça. Mais vous savez, dans le fond, là, il n'y en a plus un là-dedans qui savait la conséquence de se faire arroser. Il n'en avait jamais parlé, là. Il ne savait carrément pas que c'était ça qui allait se passer, là. Mais c'est comme ça que ça marche ici. Hein? Ici, on ne monte pas dans l'échelle. Parce que quand on monte dans l'échelle, il se passe des mauvaises choses. Donc, la morale de l'histoire, c'est que ça, quand on parle de qu'est-ce que la culture de la compagnie crée, c'est un petit peu ça. Des fois, on ne le fait pas parce que c'est la culture de la compagnie qui nous dit « je ne peux pas faire ça ». Personne ne sait pourquoi. Personne. Mais on le fait pareil. L'autre chose, c'est la culture de l'équipe. Il y a une culture dans l'organisation, puis ça prime, puis ça va créer quelque chose, mais des fois, il y a une culture à l'intérieur de l'équipe. Si vous regardez 2 équipes différentes, tu vas avoir une équipe qui peut être super collaborative, très bien communiquer ensemble, très bien parler ensemble, puis l'équipe à côté sont dans la même compagnie, mais ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, eux. Donc, à l'intérieur de l'équipe, il y a des choses, il y a des étapes qu'il faut qu'on passe pour apprendre à devenir une meilleure équipe. Puis c'est un petit peu ça le défi. Stéphane, justement, Mathieu Bastien, il se demandait plus concrètement, au niveau de la mise en place de ça, est-ce que c'est possible de mettre en place en fait une liste, c'est-à-dire qu'on va rassembler l'équipe au cours d'une activité, puis on va leur demander de lister les sujets qui sont safe à discuter. Est-ce que concrètement on peut faire ça?
J'aime ça quand les gens me posent cette question-là. Ma première réponse est non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit, c'est pas correct. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Si tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile à ton équipe, vraiment, sérieusement, Mathieu, je t'invite à le faire. Il n'y a pas vraiment de réponse parfaite ici, là. Mais c'est pour ça que je vais éviter que ce soit vraiment noir ou blanc, ma réponse, là. Mais si tu penses que tu le fais pour la bonne raison, vas-y, initie cette conversation-là. Ça dépend juste comment tu veux le faire, puis qu'est-ce que tu veux que ça donne. Si tu vas voir ton équipe et tu dis, OK, je vais te donner 2 exemples, puis on va parler de la même chose. Le premier exemple, ce serait d'aller voir l'équipe et de dire, hey, c'est quoi qui est safe qu'on se parle ici? Ça, c'est une conversation. Ça va créer une certaine chose. Si tu vas voir ton équipe et tu dis à la place quelque chose comme, il me semble qu'une chose qui serait utile entre nous, là, c'est qu'on ait un petit peu plus de clarté sur qu'est-ce qu'on trouve acceptable entre nous comme équipe, qu'est-ce qu'on trouve moins acceptable. Puis qu'on se fasse un petit peu une entente de collaboration ensemble, puis qu'on s'écrive ces points-là. Puis ces points-là, c'est des choses qu'on a le droit de se parler entre nous. C'est implicite, on a le droit. On a juste à se pratiquer. Tu ne vas pas créer tout à fait la même conversation. Vois-tu un peu la différence? Tu peux te démuter si tu veux, Mathieu, puis jaser. Oui, je comprends parfaitement. Stéphane, merci. Est-ce que ça t'aide ou tu aimerais plus de détails ou d'idées? Ou... Oui, ça m'aide. Je cherchais juste à savoir si vous aviez des outils ou des formats ou des fois, ça peut juste aider aussi, là. Il y a une certaine manière pour venir encadrer cette discussion-là, et pas juste arriver sur le fly dans un meeting. Hey guys, j'aimerais ça qu'on discute de qu'est-ce qui est safe de parler. Genre, c'est sûr que tout le monde va me regarder avec un œil, mais d'où tu sors, Matt, là, genre WhatsApp, là. Fait que c'est plus comme, je pense qu'il faut mettre la table, puis des fois, ben, en ayant des outils ou un certain cadre, ben, ça l'aide un manager qui en a déjà plein ses culottes à gérer l'équipe, de juste genre, OK, on arrive, il y a déjà un outil en place, ça m'aide à accélérer les choses. C'est surtout par rapport à ça. Mais, je vais te donner une couple d'autres idées basées sur ce que tu viens de me dire. La première chose que je trouve, moi, souvent, c'est que la meilleure place pour faire ça, c'est dans une rétrospective. C'est de réserver un moment où on dit au début, quand on présente l'agenda de la journée, aujourd'hui, j'aimerais passer... là, je vais vous donner 2 façons de le faire. OK? Puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça dépend de ce que vous avez le goût de créer. Il y en a une qui pourrait dire j'aurais le goût qu'on discute de quel genre d'équipe on a le goût d'être, comment est-ce qu'on a le goût d'interagir ensemble. Ça pourrait être une conversation. Et pour avoir une conversation aussi, ce que j'ai fait des fois, c'est une conversation de c'est quoi nos attentes les uns envers les autres en tant qu'équipe. Ça, c'est une autre façon de formuler la même conversation. Une autre façon, c'est de parler de c'est quoi les attentes envers une équipe auto-organisée, puis après ça, de voir à partir de là comment est-ce qu'on rencontre ces attentes-là ou pas. Fait que quand je fais ce que je viens de dire là, par rapport aux équipes auto-organisées, je vais l'écrire sur un tableau, puis je vais demander aux gens de voter. Je vais leur donner 3 votes, puis je vais leur demander de voter avec 3 votes positifs. Qu'est-ce qu'on fait bien dans ça? Qu'est-ce qu'on fait moins bien dans ces choses-là? Puis après ça, on peut créer une discussion d'amélioration continue autour de ça ou se challenger parce que des fois, des gens vont dire que quelque chose qu'on fait bien, d'autres vont dire la même chose, on le fait mal. Ouais. Puis des fois, ça va te mener à la conversation autour d'entente de collaboration. Oui. Ben, je fais déjà ça là, de rétrospective. What went well, what slow us down, what we could do better. Fait que je pense que ça serait peut-être de servir de cet outil-là puis d'amener comme sujet de discussion, OK, guys, genre, as a team, excusez, mon cerveau, il est comme wired en anglais. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est permis de discuter dans l'équipe? Puis de servir de cet outil-là pour le faire. Yeah. Puis la différence entre ce que je t'ai mentionné, puis de well, not, tu sais,
well, not well, puis des idées, c'est que tu vas créer des conversations différentes. Si tu crées une conversation dans la rétro, tu pourrais dire, cette semaine, la rétro, j'aimerais faire quelque chose de différent avec vous. Tu sais, le well, not well, là, on l'a fait assez souvent. Je pensais que vous aimeriez peut-être quelque chose de différent aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de nous en tant qu'équipe. Donc, j'aimerais, par exemple, qu'on se prenne un moment puis qu'on discute de c'est quoi une équipe auto-organisée, comment est-ce qu'on voit ça, c'est quoi les attentes qu'on pense que les gens ont envers nous, puis qu'après ça, qu'on se mesure sur ça. Puis l'autre conversation que j'aimerais qu'on crée, c'est autour de comment est-ce qu'on pourrait, c'est quoi les choses, c'est quoi notre entente de collaboration entre nous, c'est quoi les attentes qu'on a les uns envers les autres dans les rencontres, dans notre quotidien, peu importe. Puis c'est un de mes... Ça pourrait être une rétro en soi. Là. Tu pourrais passer 1h30 sur ça. Oui. Dépendant des avec quelques roulements de yeux et pourquoi qu'on parle de ça, Mathieu. Mais oui. Mais pourquoi qu'on parle de ça, Mathieu, il y a aussi parce qu'on n'en parle jamais. Puis c'est peut-être le temps qu'on en parle, parce que je vous entends venir vous plaindre dans mes oreilles régulièrement. Fait que si on n'est pas capable de se parler individuellement, je pensais que ce serait peut-être le fun qu'on apprenne à le faire en équipe. Puis si on se dit que ces choses-là, c'est correct, après ça, on peut juste apprendre comment se challenger. Puis, merci. Vas-y. Non, je pensais que vous aviez terminé. Là. Je ne voulais pas trop hug la discussion. Là. Ça, c'est good. Merci. On a une autre question, Stéphane. Si Mathieu est satisfait des réponses. Oui. C'est pour ça. Genre, c'est bon. C'est pas fait. La question nous vient de Reda qui demande comment aborder une conversation difficile avec son manager pour faire une critique, par exemple. OK. Là, j'aimerais continuer à travers le contenu, puis on va potentiellement se rendre là vers la fin, Reda. Puis si on ne se rend pas là vers la fin, je t'invite à me reposer ta question, puis je vais te donner des réponses. Est-ce que c'est fair? Oui. C'est OK pour Reda. OK. Mais je te promets, on peut passer un petit peu de temps sur ça. Je ne veux juste pas sauter trop du coq à l'âne. Donc, une autre chose qui peut impacter, qui peut créer de la dette conversationnelle, c'est comment on a été élevé. Dans nos familles, il y a peut-être des sujets qui sont tabous. Dans un de mes programmes de coaching, il y a quelqu'un qui mentionnait que l'argent était tabou dans sa famille. Donc maintenant, quand il y a des conversations, c'est un consultant, quand il y a des conversations d'argent avec ses clients, il n'est pas sûr comment les avoir, puis il est inconfortable, mais ça vient de comment il a grandi. Ça vient de sa famille, ça vient c'est des croyances limitatives qui étaient là avant. Une autre chose, c'est qu'on n'a pas des skills de communication. On ne sait pas comment aborder cette question-là. Ça revient à la question de Reda. Puis je ne vais pas répondre à ta question tout de suite, Reda, je vais te tenir en suspens encore un petit peu, mais si je disais à Reda, va parler de ça à ton gestionnaire, ça va être correct. Reda va peut-être me dire, oui, OK, c'est beau, je vais le faire. Mais quand Reda va partir, elle va penser, c'est parce que je ne sais pas comment. Fait que je ne le ferai tout simplement pas. Moi, dans mon équipe avant, j'avais 4 employés dans mon équipe. Puis des fois, je leur disais, on est des coachs, on est supposé être capable de se parler entre nous. Vous avez un problème ensemble, j'aurais d'attendre que vous soyez capable de parler de ça. Puis je peux vous regarder, je peux vous observer, je peux vous aider, mais je m'attendrai à ce que vous soyez capable de le faire. Puis des fois, les gens me disaient, ah oui, c'est correct, mais un mois après, la conversation n'avait toujours pas eu lieu, là, pour toutes sortes de raisons. Là. Soit ils ne voulaient pas, ils auraient préféré que je l'aille, peu importe. Mais il y a une partie aussi qui ne savait pas comment l'aborder, puis je le voyais. Des fois, quand je m'assoyais avec 2 personnes, que je les regardais essayer de communiquer, je le voyais, moi, où ça brisait. Donc, j'étais comme dans le milieu, puis je les aidais à apprendre comment se parler. Mais des fois, on ne sait pas. Puis des fois, on va demander, je vous dis ça, parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on demande quelque chose à nos gens, ou on se demande quelque chose à nous qu'on n'est tout simplement pas capable de faire. Puis des fois, on ne le reconnaît pas tout de suite. On n'est pas capable de le nommer à notre gestionnaire, mais je ne suis pas capable d'avoir cette conversation-là.
Des fois, il y a le manque de désir. OK, là, ça fait 75 fois que j'ai eu cette conversation-là avec mon conjoint, ma conjointe. La fois numéro 76, elle me tente peut-être pas dans le moment. Et peut-être pas le goût. Ça ne va rien changer. Ben, c'est correct. Je ne vous dis pas que c'est mauvais. Je vous dis juste que c'est une chose qui a créé cette data conversationnelle. Une des choses que je trouve super intéressant, c'est que des fois, les gens réalisent même pas qu'il manque une conversation. Qu'il y a une conversation là qui est possible, qui pourrait avoir s'ils choisissaient de l'avoir. Mais ils ne voient même pas que la conversation est même possible. Ça ne devrait même pas rentrer dans l'esprit. Certaines personnes, par exemple, vont être très surchargées, puis ils ne vont pas être capables de dire non à leur gestionnaire. Leur gestionnaire va leur demander quelque chose, c'est tout le temps oui par défaut. Jusqu'à ce que, tu sais, des fois, il y a des gens comme ça que quand je travaille avec eux, je leur montre à négocier, puis ils disent, on peut faire ça. Ben oui, pourquoi pas? Ton gestionnaire aimerait potentiellement mieux que tu négocies la demande versus que tu dises oui, puis tu te sens stressé parce que tu n'as pas besoin de, t'as pas la capacité de le faire ou tu n'as pas le temps de le faire ou peu importe. Donc, des fois, on ne voit même pas qu'une certaine conversation est même possible. C'est pour ça qu'on ne l'a pas, puis ça empile, puis ça crée d'autres dettes conversationnelles. D'autres choses, puis ça, c'est une de mes préférées, c'est parce qu'on a besoin d'avoir raison. Puis parce qu'on a besoin d'avoir raison, ce qui arrive, c'est que peu importe ce que les gens me disent, j'écouterai tout simplement pas. Parce que dans le fond, tu sais, je vais avoir raison, puis si tu me contredis, ben là, on perd notre temps. Fait que je n'aurai peut-être pas la conversation parce que ça ne vaut pas la peine. Parce que, tu sais, dans le fond, là, Jean-Christophe, là, il tient à ses idées, puis là, je projette moi. Tu sais. Fait que ça, c'est toutes différentes choses qui peuvent créer de la dette conversationnelle. Puis un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est des fois, on peut être gêné en avant d'un groupe, d'avoir une conversation, d'amener une discussion en avant d'un groupe. Donc, à ce moment-là, ça devient encore, tu sais, ça devient un petit peu plus challengeant. C'est amusant, je souris quand je pense à ça parce que je pense à une conversation avec un de mes clients de ce temps-ci. C'est quelqu'un que j'essaie d'aider à apprendre comment être un coach dans l'organisation où il travaille. Puis souvent, je lui propose d'utiliser son équipe comme cobaye. Pratique-toi sur ton équipe. Puis, c'est mon équipe. Tu sais, je ne suis pas légitime. Je suis qui, moi, pour faire ça? Mais tu sais, ce serait tellement plus facile avec une autre équipe. Non, tu vas rencontrer les mêmes problèmes. Puis, c'est juste à propos de comment est-ce que tu as le goût de le faire. Mais là, tu trouves les raisons pour ne pas le faire. C'est quoi ta raison pour le faire? Change ta perspective, change ta vie. Change comment tu regardes un problème. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter? Reda, de son côté, ajoutait en parallèle de l'éducation, le côté culture du pays, communauté, parce que parfois, pour moi, par exemple, en tant que Français, arriver ici au Canada, c'était aussi un changement, et puis il fallait que je m'adapte à certains aspects culturels qu'il n'y a pas forcément en France, etc. Et puis ça vaut dans beaucoup de sociétés. Oui, puis ça, c'est un bel exemple, hein, parce que j'ai une équipe avec qui j'ai travaillé plus tôt cette année. Puis j'ai fait un atelier sur plusieurs semaines, une série d'ateliers autour des 5 dysfonctions d'une équipe. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. J'assume ici qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Puis quand on parlait du conflit, une des choses qu'on parlait, c'était du style de conflit qu'on avait vécu dans notre jeunesse, qu'on avait vécu dans notre culture, qu'on avait vécu ailleurs dans notre carrière. Puis, ce qui est intéressant dans cette conversation-là, c'est qu'il y avait des personnes dans l'équipe que d'autres personnes n'osaient pas leur parler parce que, tu sais, dans le fond, Reda est tout le temps fâché. Hein? Quand tu lui parles, Reda, elle va te répondre bête, elle va te répondre sec. Mais Reda, c'est juste comme ça qu'elle s'exprime. Jordan, c'est juste comme ça qu'il s'exprime. C'est même pas personnel du tout. Mais on se l'imagine, on se raconte une histoire, puis on s'empêche de parler. Fait que c'est intéressant parce que cette équipe-là, après avoir fait cet exercice-là, ça peut peut-être être utile pour vous aussi.
on a fait un exercice pour parler, si tu as une situation conflictuelle à m'apporter, c'est quoi mes préférences personnelles? Puis après, on a essayé d'identifier les préférences du groupe. On les a combinées, puis on a dit, ben, quand on a un conflit entre nous, ça, c'est des règles du jeu. Donc, il y avait des choses comme, on peut hausser le ton, mais on reste professionnel. On se parle avec respect. Mais il avait créé un jeu de règles autour de ça pour s'aider à adresser ça. Puis c'est drôle parce qu'un peu après cet atelier-là, ils commençaient à se parler plus, puis à travailler un peu plus ensemble, puis à mieux se comprendre. Mais avant ça, c'était « mais je ne peux pas parler à Jordan parce que Jordan, il est comme ci, il est comme ça, etc., etc. » Je vois des choses dans le chat. Oui, j'allais justement embrayer là-dessus. André, tu sembles avoir une expérience de ce dont on parle. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre la parole? Oui, avec plaisir. Dans le fond, tout ce que je disais, c'est que ce genre d'exercice qu'on fait avec les équipes, au début, on dirait que vous avez semblé croire qu'il pourrait y avoir une appréhension, mais en réalité, même avec les plus cyniques, là, moi, en tout cas, je suis intervenue récemment, puis j'ai senti un immense soulagement. C'est comme si on crève un abcès, puis après, les choses peuvent juste s'améliorer. Fait que dans le fond, c'est juste, moi, ce que je fais, c'est que j'organise des activités de réflexivité, puis c'est basé sur le même modèle dont Stéphane parle, de l'Anceni. Donc, c'est ça. Donc, eux, cette équipe-là avait décidé de travailler sur la confiance, qui est le premier pilier. C'est comme c'est la base, là. Ça veut dire qu'ils ont tout à construire. Puis, ben, en intervenant dans cette équipe-là, vraiment, tout ce qu'on a pu voir, c'est des effets positifs, plus d'engagement, plus de motivation, plus d'énergie, alors qu'avant, c'était un groupe complètement cynique, là, tu sais. Oui. Puis des fois, c'est à propos de montrer aux gens qu'est-ce qui est possible. Ils ne croient pas par eux-mêmes. L'équipe que je vous parlais, quand on a fait l'atelier sur l'imputabilité mutuelle, c'était super intéressant parce que dans cet atelier-là, on fait donner du feedback aux gens les uns les autres. Et puis, j'ai fait ça par Zoom avec eux. Je l'ai fait exprès de faire sur mon Zoom perso parce qu'ils n'utilisent pas Zoom dans cette compagnie-là, mais je voulais faire des breakouts aussi quand c'était nécessaire. Puis, j'avais des gens qui m'écrivaient dans le chat en privé, « On n'est pas prêt pour ça. Ça va mal aller. Ça va mal virer, Steph. » Puis je disais, « Ben voyons donc, ça fait 4 ateliers qu'on fait ensemble dans le moment. Là. Si je ne pensais pas que vous étiez capable, je ne vous le demanderais même pas. Là. Faites-vous confiance, faites-moi confiance que je ne laisserai pas déraper. » Puis on a passé 1 ou 2 personnes. Il y a une couple de personnes qui amenaient des petites pointes quand ils s'exprimaient. J'ai recadré comment donner le feedback de ce qu'ils attendaient des autres. Ça s'est bien passé pour tout le monde. Tout le monde était content à la fin. Tout le monde était heureux à la fin. C'est d'aider les gens à voir qu'est-ce qui est possible. Est-ce que ça clôt ton point, Stéphane? Oui. À moins qu'il y ait d'autres gens qui veulent contribuer quelque chose. Je pense que ça va switcher sur autre chose. Est-ce que, André, ça complète aussi ce que tu disais? Oui, super. Marie-Hélène qui intervient pour préciser quelque chose. Même les communautés informelles, comme celle des coachs agiles, peuvent créer une culture de non-dit dans le cas où ça va à l'encontre de l'idéologie communément acceptée par le groupe. Et elle finit par écrire « Tu ne veux pas devenir un panou ». Oui, et des fois, j'avais écrit un article il y a quelques années. Si vous allez sur mon blog, cherchez pour un article qui s'appelle Kumbaya. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Kumbaya, mais c'est une chanson. Tu l'écris comment, Stéphane, que je puisse le mettre dans le chat? Kumbaya. Puis c'est un de mes articles préférés que j'ai écrit dans tous mes articles que j'ai écrits. Ce que j'écrivais dans cet article-là, c'est que des fois, ce qui arrive quand on est dans une communauté, quand on est dans un groupe, tout le monde s'aligne puis chante une certaine chanson. Ça devrait aller avec ce que tu dis, Marie-Hélène. Tout le monde s'entend puis chante une certaine chanson. Puis des fois, tu essaies de changer la chanson, puis tu sais, les gens disent « Non, 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 c'est ça la chanson ici. Non, 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 on ne monte pas l'échelle ici, right? » Pour continuer avec la blague de tantôt. Puis dans le fond, quand on pense à ça, si tu veux que la chanson change, il
faut peut-être que tu essaies de la chanter. Parce que si tu essaies de la chanter et de la montrer à d'autres, éventuellement, d'autres vont peut-être avoir le goût de chanter ça aussi. Ça revient au courage qu'on parlait tantôt par rapport à la dette conversationnelle. Puis cet article-là que je vous partage, moi puis des amis, quand on était dans le programme de Tribal Leadership, ce qu'il disait dans ce programme-là, ça parle des 5 stades de développement de groupe. Puis, tu essaies de bâtir des tribus au stade 4 sur 5. Stade 4, c'est on a un objectif commun, on a un but commun, on travaille ensemble, mais là-dedans, il y a la notion d'une fausse harmonie. Fait que quand on allait dans des rencontres de cette communauté-là, une fois par semaine, ce qui arrivait, c'était moi puis mes deux comparses, disons, on était un petit peu des brasseux de chenoute. Puis on faisait, peut-être colorer un petit peu, là, on avait tous des acronymes pour nos triades, pour nos groupes de 3. Puis nous autres, on disait que notre acronyme, c'était TFT. Donc, T comme table, F comme fou et T comme table. Les gens nous ont demandé à un moment donné, pourquoi vous vous appelez TFT? Parce que des fois, quand on dit des choses, on a l'impression que vous dites « Oh, that fucking triad ». Parce qu'on brassait tout le temps des normes. Mais on essayait d'aider les gens à aller ailleurs. Puis éventuellement, les gens chantaient avec nous. Mais même s'ils ne chantaient pas ce qu'on chantait, s'ils chantaient autre chose qui était mieux que ce qu'ils chantaient, c'était ça le but. C'était pas nécessairement que ce soit notre chanson. Fait que des fois, pour ce que tu dis, Marie-Hélène, il faut oser être différent. Puis, des fois, avec cette différence-là, les gens qui veulent travailler avec toi vont travailler avec toi. Puis les autres, ben, peut-être que c'est pas si grave que ça. C'est ma pensée, là. Je repense tout le temps. Ça me fait penser à quelque chose que j'avais lu quand j'étais ado, dans le Reader's Digest. Quand j'étais ado, là, ça fait longtemps. Là. Okay? Mais c'était quelque chose qui disait, quand on a 20 ans, on se préoccupe beaucoup de ce que les gens disent. Quand on a 40 ans, on s'en fout carrément ce que les gens pensent de nous. Quand on a 60 ans, on réalise que peut-être qu'ils ne pensaient pas à nous aussi souvent qu'on pensait. En tout cas, tu as brillamment répondu, ou du moins complété le point de Marie-Hélène, puisqu'elle te remercie. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres points? Non, on a fait le tour. Est-ce que ça marche bien pour vous comme ça? C'est-tu assez interactif? Je pense que vous avez tous remarqué que si jamais vous avez envie de prendre la parole, il ne faut pas vous gêner. Je me sentirais pas mal à l'aise ou bypasser. Oui, c'est juste laissez-moi finir la phrase, au moins. Je ne veux juste pas perdre de flow, mais ça ne me dérange pas qu'on interagisse. OK. Donc, comment ça arrive? On en a parlé. Donc, quand on parle de l'impact, c'est quoi l'impact de la dette conversationnelle? Parce qu'on dit que ça a un coût. Donc, ça ressemble à quoi ce coût-là? Ben moi, je pense que dans les équipes, là, comme je disais, je l'ai vécu, ça peut résulter en des super grandes tensions, en des dysfonctions dans l'équipe, en un manque de communication entre la direction puis les employés, beaucoup de stress, de, comment je pourrais dire, de films. Les gens, ils se font des films dans leur tête. Donc, au lieu de valider leurs impressions. Oui, fait que ça peut créer beaucoup de frustration. Ça peut aussi créer des mauvais comportements parce que si on voit qu'il n'y a personne qui dit à Jordan qui arrive à 9h05 et que ça ne fait pas de sens au daily, bien là, il y a quelqu'un d'autre à un moment donné qui va peut-être décider, bien moi aussi, ce serait correct que j'arrive à 9h05. Puis tout d'un coup, les gens commencent à arriver à 9h10. Et à un moment donné, le daily dérape complètement. Donc, ça crée aussi des exemples pour les gens, des bons, des mauvais exemples. Ça crée la zone que les gens se donnent la permission. Puis combien de fois que vous avez pu être démotivé dans votre carrière parce que votre gestionnaire avertissait pas certaines, des stars. Ça c'est l'exemple idéal. Des fois, on se dit que des vedettes dans les équipes, c'est des gens à qui il ne faut rien reprocher parce que s'ils partent et qu'on est dans la chenoute,
Est-ce que j'imagine des choses ou si ça arrive, ça? Bah, c'est un des risques justement qui est énoncé par Elle Barbe, je ne sais pas quel est son prénom, mais le risque de voir les gens quitter l'entreprise. Puis Marie-Hélène ajoute, elle, la démotivation, le stress, la déprime et le désengagement. Oui, mais des fois, tu sais, vous savez, quand on a des... Moi, j'ai vu une des histoires les plus cool qu'un un haut dirigeant m'a raconté il y a quelques années. Je parlais avec lui, puis on était en train de parler de la transformation de son organisation, puis l'évolution de son organisation vers la culture qu'il voulait mettre en place. Puis, il m'a dit, tu sais, de plus que j'en parlais, de plus que je réalisais que mon meilleur employé ne fitait pas dans ma compagnie. Il ne fitait pas. Et il ne rentrait pas, il ne voulait pas travailler comme ça. Et puis, il a été clair avec moi, puis il ne voulait carrément pas. Fait qu'il dit, regarde, il dit, il a fallu que je règle ça d'une façon quelconque. Fait qu'il dit, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est assis, on a rendu ça clair ensemble. Tu sais, j'ai dit, moi, c'est ça ce que je veux. Ça ne semble pas être ça que toi, tu veux devenir, être ou travailler comme. Fait qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Dis, je connais une compagnie ici, c'était un de mes amis. Tu fitterais super bien là-bas. T'aurais-tu le goût que je vous présente? Je ne te conduirais pas. Tu restes ici le temps que tu veux pour les prochains mois. C'est cool. Mais je vais t'aider à trouver une place qui va être mieux pour toi et tes talents. Des fois, il faut laisser partir des meilleures personnes. Là, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui n'était pas nécessairement toxique. C'est juste qu'il ne fitait pas vers le mode que la compagnie voulait aller. Mais des fois, nos vedettes qui sont toxiques, en tant que gestionnaire, il faut avoir le courage d'avoir des vraies conversations avec ces personnes-là. Il faut avoir le courage de les laisser aller si ça n'arrête pas, si ça ne change pas, parce que toute ton équipe va regarder comment est-ce que tu agis. Puis là, après ça, on tombe exactement dans les choses que Marie-Hélène disait. On tombe dans le désengagement, on tombe dans la frustration, on tombe dans la perte de crédibilité en tant que gestionnaire. Clara Mazon reprenait ce point-là également. Je pense que ça résume bien l'idée, enfin une des idées en tout cas évoquées. Si une personne, même star, vedette, n'a pas d'esprit d'équipe ou d'introspection, l'équipe prend le dessus sur l'individu. Oui. Puis des fois, ces gens-là sont prêts à changer. Puis des fois, sont prêts à évoluer. C'est juste que ça leur prend un choc, un petit choc pour qu'ils le voient. Mais quand ils vont avoir eu le choc, ils vont dire, OK, c'est correct. Je vais être tout croche pendant 6 mois, là, mais je vais essayer. Puis tu vas voir un effort sincère. Ça va être des fois de la pression de l'équipe, de la pression des leaders de l'équipe pour soutenir aussi ces gens-là. On le veut. C'est juste que comme ça ne marche pas pour nous. Puis ça prend le courage pour avoir ces conversations-là aussi. Donc, quand on parle de l'impact, c'est beaucoup de ces choses-là qu'on parle. Donc, on a fait le tour de la dette conversationnelle, qu'est-ce qui la crée, c'est quoi l'impact. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quelques affaires qu'on peut faire. Je vais aller dans une autre vue, juste pour que vous voyez bien ce que je vous partage. Donc, les clés pour être en mesure de commencer à payer puis à faire descendre votre dette conversationnelle. La première, c'est d'essayer de remarquer des conversations manquantes. Donc, quand vous êtes dans un groupe, vous voyez qu'il y a des gens qui ne se parlent pas, c'est quoi la conversation qu'on pourrait avoir qui pourrait les aider à mieux se comprendre? C'est quoi la conversation qui pourrait faire que quelqu'un se sentirait plus apprécié dans l'équipe? C'est quoi la conversation qui pourrait faire que la personne qui arrive à 9h05 comprendrait que c'est important d'arriver à 9h, sans qu'on parte d'une place de blâme? Donc, c'est quoi les conversations qui manquent? Puis ça, c'est un art à développer. Moi, je travaille avec des clients, ça fait 10 ans que je travaille avec des clients d'entreprise, puis je suis beaucoup, moi, dans ce que je promouvois beaucoup, moi, c'est des conversations. Quelle conversation qu'on a besoin de créer dans le moment pour aider que ça se passe, pour aider que ça avance.
Puis des fois, les gens ne voient juste pas des possibilités parce qu'on n'a pas l'habitude de penser comme ça. On n'apprend pas ça à l'école, là. C'est quoi la conversation qui manque ici, là? C'est un réflexe qu'il faut développer. Qu'est-ce qui se passe? C'est de quoi qu'on parle? C'est de quoi qu'on ne parle pas ici? Comment est-ce qu'on fait pour parler de ce qu'on ne parle pas? Puis je vais vous donner des trucs pour ça après un des derniers points. Un autre point ici, c'est d'élever. À vrai dire, non, je vais revenir sur l'autre. J'ai un exemple concret. Un trop. J'ai un exemple concret ici. Je travaillais avec une gestionnaire. Vous savez, avec le COVID, on a commencé à travailler à la maison beaucoup. Hein? On travaille beaucoup de la maison. On a la chance de voir plus d'intimité de nos collègues qu'on a l'habitude de voir en temps normal. Puis, j'avais une gestionnaire que ce qui arrivait, c'était que dans son équipe, il y avait quelqu'un que quand tu regardais son environnement de travail, en arrière de lui, il y avait un lit qui était défait. Puis, tu sais, il était dans une chambre, ça avait l'air un petit peu bordélique. Puis, j'avais un one-on-one avec le gestionnaire. Le gestionnaire m'en parle, m'explique ça. Puis, je lui dis, OK, mais est-ce que tu en as parlé? Tant qu'à me dire ce que ça crée pour toi, tant qu'à me dire ce que ça crée potentiellement pour les gens de ton équipe et les perceptions que les gens te partagent, est-ce que tu y en as parlé? Ben non, pas encore. À un moment donné, j'avais eu un one-on-one avec cette personne-là. Ça a juste à donner. Parce que moi, je n'irais pas parler à quelqu'un à moins d'avoir dans quelque chose comme ça, à moins d'avoir vu de mes propres yeux. Donc, j'arrive, puis je le vois par moi-même. Puis, j'étais dans une conversation de coaching avec la personne. Fait que je pense à travers la conversation qu'on a à avoir, il nous restait à peu près 10 minutes. Là, je lui dis, hey, je peux-tu te parler de quelque chose? Fait que ça, Reda, premier truc pour Reda ici. Comment avoir une conversation avec ton gestionnaire ici? Donc, je vais voir la personne, puis je lui dis, je peux-tu te parler de quelque chose, mais je suis un petit peu mal à l'aise de t'en parler. Puis, je ne suis pas sûr si tu as le goût de l'entendre ou pas. Tu me laisserais-tu? La personne me dit, ben voyons donc, dans une conversation comme ça, ben oui, tu peux me parler de ce que tu veux. Ah, OK. Je dis, regarde, je ne sais pas comment te dire ça, puis c'est peut-être juste ma perception à moi. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense ça. Mais moi, quand je regarde ton environnement de travail dans le moment, puis je sais que tu es nouveau dans le monde du travail, c'est ta première job, là. Fait que c'est la première fois probablement que tu travailles virtuel comme ça. Mais moi, quand je regarde ton setup professionnel, puis que je vois que tu as un lit en arrière de toi, puis que le lit est tout défait, il y a diverses pensées qui me viennent à l'esprit. Tu sais, je me demande, est-ce que tu es bordélique? Ça, c'est ma première question, parce que ça paraît. Je vous dis ça, là, vous ne voyez pas mon bureau ici. Mais je vais dire, OK, tu sais, je me demande, c'est-tu normal, ça? L'autre question que je me demande, c'est, on a commencé notre rencontre à 10 heures ce matin. Tu t'es-tu levé à 10 h moins 5? T'as-tu déjeuné? Es-tu prêt à travailler? Tu sais, ça peut créer une drôle de perception parce que là, on voit l'intimité des gens, mais on n'a pas l'habitude. T'en penses quoi? Fait que la personne me dit, ah, ben, tu sais, j'avais jamais vu ça de même. C'est vrai, hein? Eh oui, puis c'est la chambre de mes parents en plus. OK, c'est encore mieux. Tu sais, fait que là, si les gens fallait qu'ils savent ça, ça créerait encore un peu plus de weird. Donc, en jasant avec, on a commencé à jaser, mais comment ça pourrait avoir l'air mieux? Puis on a replacé sa caméra d'une autre façon. Puis il me dit, OK, ça fait-tu du sens? Oui, ah, OK. Mais j'ai reparlé au gestionnaire quelques jours après. Et je lui dis, puis comment ça va avec M. Untel? Ah, il a changé sa caméra, il me montrait ça. Puis je dis, ah, OK, c'est cool, mais y avait-tu parlé de notre sujet? Ah, non, non. Fait que je lui ai raconté comment je l'avais fait. Parce qu'elle savait, tu sais, elle voyait même pas ça comme une conversation potentielle. C'était, on va se plaindre, mais c'était aussi une conversation manquante. Parce que lui, dès que je lui ai dit, c'était comme, ben merci beaucoup, ça m'aide beaucoup. Tu sais, je veux quand même m'intégrer à l'équipe, je ne veux pas créer des choses weird. Fais-tu du sens? J'ai vu des choses popper dans le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose, Jordan, que... Rien d'important, Stéphane. C'est simplement Jean-Christophe qui nous annonçait son départ du Meetup, qui te remerciait.
OK. Donc, d'autres choses, c'est d'élever des conversations existantes. Donc, quand je parle d'élever des conversations existantes, ce que je veux dire, c'est d'aider les gens à parler des vraies choses, à parler des bonnes choses. Puis, un exemple de ça, concret, il y en a deux. Le premier, c'est le sarcasme. Moi, dans des groupes, le sarcasme, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Parce que, en tant que facilitateur, des fois, dans une rencontre, ou juste en tant que coach, quand j'écoute, je ne sais plus ce qui est vrai, puis je ne sais plus ce qui est un message caché, puis je ne sais plus ce qui est une joke. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça ou si vous vivez de sarcasme comme ça, mais moi, comme coach, c'est ce qui me rend curieux. Donc, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est d'aider les gens à ne pas avoir ce genre de comportement. J'avais une équipe que j'avais été voir à un moment donné à Calgary qui m'avait invité pour les aider à faciliter quelque chose, une rencontre d'équipe de quelques jours. Puis ça marche. Il y avait des gens de différents départements. Puis là, j'entendais des petites piques puis des petites jokes. Puis je ne savais jamais, est-ce qu'il faut que je facilite ça? Faut-tu que je le laisse passer? C'est-tu du non-dit? C'était très mélangeant. À un moment donné, je leur ai demandé, je dis, OK, time out, stop. C'est quoi qui se passe ici? Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Moi, j'essaie d'animer ça. Ce que je vois, c'est des jokes comme ci, des jokes comme ça. Je ne sais plus ce qui est une joke, ce qui est un message. Ah, c'est juste des blagues. OK, mais si c'est des blagues, est-ce que tu peux me dire pourquoi l'autre personne ne sourit pas? Puis l'autre personne ne rit pas quand tu dis quelque chose? Parce que je ne comprends pas. Ah, mais c'est juste des jokes. OK, mais non. On ne peut pas travailler comme ça. Je dis là, je suis venu de Montréal pour vous aider. Il y a des gens à Montréal qui auraient aimé que je travaille avec eux autres aujourd'hui, mais je suis ici avec vous. Puis là, vous niaisez, puis vous perdez votre temps, vous me donnez le sentiment de perdre le mien. Puis oui, je leur ai dit à peu près comme ça. Je dis, est-ce qu'on pourrait essayer les 2 prochains jours de ne pas faire ces jokes-là, juste parce que je ne vous connais pas, puis je ne suis pas capable de gérer ça. Parce que je ne sais plus ce qui est une joke, ce qui ne l'est pas, puis qu'il faut que je protège, puis... Fait que là, ils m'ont traité de plate, de toutes sortes de choses. Ils ont fait des jokes un petit peu avec ça. Hein, Marie-Hélène, pas nous. Mais on a continué la rencontre. Puis dans l'après-midi, à un moment donné, il y avait, pendant une demi-heure, là, c'était le fou rire. Toute la gang, c'était le fou rire. Puis là, je leur disais, à un moment donné, j'ai dit, OK, time out. Puis là, ils ont dit, ah non, il est plate encore. Fait que j'ai dit, expliquez-moi ce qui se passe là. C'est quoi l'énergie? C'est quoi la dynamique? Ils me disent, ah, ben, tu sais, on rit, on s'amuse. Je dis, OK, c'est cool, mais c'est quoi la différence entre là et ce matin? Ben là, on rit tout ensemble, puis c'est de bon cœur, puis je vous ai jamais dit de ne pas rire. Je vous ai jamais dit de ne pas avoir du plaisir. Je vous ai demandé de vous respecter. C'est pas la même chose. Ça, c'est parfait. On peut continuer comme ça pendant 2 jours. Tout le monde rit, tout le monde a du plaisir. Mais ils ont levé ça d'une coche. Puis le lendemain, à la fin de la session, ce qu'ils ont dit, c'est « Hey, c'était vraiment intéressant, on a vraiment bien communiqué, vraiment bien collaboré. Comment est-ce qu'on fait pour continuer ça quand Steph ne sera plus ici? » C'est ça qu'on essaye de faire. Comment est-ce qu'on sort du sarcasme, qu'on se rend dans des conversations qui sont vraiment plus utiles? L'autre façon d'élever des conversations, c'est de challenger des choses qui sont dites des fois. Quand je dis ça, je pense à un gestionnaire en particulier, qu'à un moment donné, pendant une rétro, son équipe disait « Mais les gestionnaires, ils ne font pas ci, les gestionnaires, ils ne font pas ça. » Puis il y avait beaucoup de blâme. Ils ne font jamais rien, l'équipe de gestion. Puis leur patron était là. Puis moi, je travaillais avec lui autour d'élever des conversations, justement. Fait qu'il a dit « Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que là, ça m'intrigue. » Fait que l'équipe a dit « OK, quoi? » Il dit « Bien, pouvez-vous me donner un cas en particulier où l'équipe de gestion n'a rien fait? Parce que je ne comprends pas. Puis j'aimerais ça vous aider, mais là, je ne sais même pas de quoi parler avec mes collègues. » Fait que l'équipe lui nomme 2 cas. Puis là, le gestionnaire a dit « OK. » Fait que là, vous êtes tous d'accord qu'on n'a rien fait sur ces cas-là. Fait que l'équipe dit « Oui. » Il dit « OK. Voici la perspective de la gestion. On a eu ce problème-là, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Est-ce que vous voyez qu'on a fait ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a fait ça? » Fait que l'équipe dit « Ben, on ne savait pas tout, mais on en savait. Ouais, OK. OK, bien maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse de plus? Puis comment vous aider? Parce que là, c'est pas qu'on fait rien. On fait quelque chose. On fait peut-être pas la bonne affaire.
Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour que vous n'ayez pas ce sentiment-là? Là, ça a amené la conversation ailleurs. C'est assez concret. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas pour le moment, Stéphane, mais dès qu'il y en a, tu peux compter sur moi. OK. Donc, élever les conversations existantes, c'est autour de s'assurer que les équipes parlent du bon sujet. C'est autour de s'assurer qu'on parle de la vraie affaire, parce que des fois, on va le contourner du sujet. Puis moi, je le vois des fois avec des équipes de gestion. Ce qui arrive, c'est que des gens, moi, des gestionnaires m'ont tous parlé du même problème, X, mais quand on en parle en équipe de gestion, c'est plus de ce problème-là qu'on parle. On en parle de façon contournée. Mais des fois, c'est, attendez une minute, là, je ne comprends pas. C'est-tu vraiment de tout ça qu'on essaie de parler ou de tout ça? Puis là, à cause que je le nomme, des fois, ils vont dire, ouais, c'est de tout ça ici, hein? OK, ben, on y va, là. Donc, de soutenir les gens à avoir la vraie conversation. Puis la conversation qui est productive, qui est utile à tout le monde. L'autre chose, c'est d'oser donner du feedback ou même oser parler. Fait que ça, il y a deux volets à ça. Quand j'avais donné cette conférence-là pour la première fois, il y a une gestionnaire qui me disait, bien, la personne qui m'avait invité à faire la conférence m'avait dit, quelque part, il faut que tu parles de donner du feedback positif. Du feedback, ça n'a pas besoin d'être positif tout le temps. Ça a besoin d'être constructif. Mais ça, ce n'est pas la même chose que positif. Okay? On ne veut pas juste parler de ce qui va bien. Des fois, il faut parler de ce qui va moins bien aussi à l'intérieur d'une conversation quelconque. C'est comment est-ce qu'on s'y prend pour le faire d'une façon que l'autre personne est capable de l'entendre et capable de le recevoir. L'autre chose aussi, c'est d'avoir le courage de parler. Je vais vous partager comme ça. Est-ce que ça vous arrive d'être dans une rencontre où il y a un éléphant dans la pièce, où il y a quelque chose qui n'est pas dit? Puis là, vous prenez votre courage à deux mains et vous le nommez pour les gens. Puis là, après la rencontre, il y a quelques personnes qui viennent vous voir et me disent « Ah, tu sais, merci beaucoup d'avoir parlé de ça, Sylvie, parce que à cause que tu as parlé de ça, tu sais, je pensais la même affaire, mais moi, je ne le disais pas. » Est-ce que ça vous arrive, ça? Oui, hein? Oui, Marie-Hélène. Oui. Donc, dans ces moments-là, gardez en tête que vous n'êtes probablement pas la seule personne qui pense à parler de ce qui a besoin d'être nommé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le courage, ce n'est pas tout le monde qui a la volonté, ce n'est pas tout le monde qui sait comment. Je vais vous partager une autre histoire vite. J'avais une équipe de gestion avec qui je travaillais, que ce que j'ai fait à un moment donné, pendant 2 rencontres, j'avais des rencontres avec eux de 2-3 heures en après-midi. Fait que je m'installe avec eux, puis on utilisait ça pour guider la transformation, pour apprendre à faciliter, pour apprendre à se donner du feedback, apprendre à mieux communiquer ensemble. Puis, il y avait beaucoup de petites dysfonctions entre eux. Puis, il y a 2 rencontres de fil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé tout ce que je voyais. « Oh, Jordan, c'est intéressant que tu as roulé les yeux quand tu as entendu telle chose de Reda. »« Oh, pourquoi tu viens juste de dire ça, Jordan? Comment est-ce que ça aide la conversation qu'on essaye d'avoir, là? » Puis j'ai tout collé. Fait que là, les gens qui n'avaient pas l'habitude, ils étaient comme en état de choc la première. Puis la deuxième, ils l'étaient un petit peu moins. La troisième, je ne dis plus rien. Puis là, à un moment donné, Jordan roule les yeux. Puis un de ses collègues qui le voit faire quand quelqu'un d'autre avait dit quelque chose. Fait qu'à la pause, il vient me voir. Puis il dit, « Steph, tu sais, as-tu vu quand Jordan il a roulé les yeux à ce moment-là? » Fait que je dis, « Ben oui, je l'ai vu. » « Pourquoi tu n'as rien dit? Tu disais des choses les 2 dernières semaines. Pourquoi tu n'as rien dit? » Ben, tu l'as vu toi aussi. Pourquoi toi, tu n'as rien dit? Puis là, on a eu une conversation autour de comment le dire, comment l'amener quand ça se passe pour que ça passe mieux avec son collègue. Parce qu'à un moment donné, la conversation est tombée dans le « je ne sais pas comment ». Mais tranquillement, ils se sont améliorés à faire ce genre de choses-là. Là, j'ai vu quelque chose popper en bas. Je vais juste laisser 2 secondes à Jordan.
Oui, alors je vais dire c'est des encouragements de la part de Marie-Danielle. Oh my, le rêve, c'est fort. Alors, je ne sais pas si on peut dire encouragement ou une adhésion complète à ton discours, mais en tout cas, on est avec toi. Mais ça vient avec élever les conversations. Puis gardez en tête que moi, ils me payaient comme coach. J'étais là pour les brasser, puis les aider à mieux travailler ensemble. Fait que j'avais beaucoup de permission, puis j'avais beaucoup de... J'avais développé un bon lien de confiance avec eux. Là. Je ne suis pas juste rentré un matin, tout nouveau, puis leur faire ça. Là. Ça ne se serait pas bien passé. Là. Juste pour mettre un petit peu un contour autour de ça. L'autre point, c'est d'être vulnérable. Partagez vos propres échecs, vos propres histoires, vos propres erreurs. Ah, tu sais, quand il s'est passé ça, là, puis que la situation a explosé, là, moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, c'est tout ce que j'ai fait, moi. Moi, j'ai fait ça, puis ça virait encore pire. Fait que là, tu sais, la personne à côté de toi va sentir que, OK, c'est correct, c'est normal, j'ai de l'espace, tu sais. Puis là, tu as un point de connexion, puis avec ce point de connexion-là, tu as le point de feedback aussi. Tu as le point que tu es capable de partager comment est-ce que la personne aurait peut-être pu faire ça différemment. Tu peux le partager sous forme d'histoire de, ben quand moi j'ai vécu ça, je l'ai essayé comme ça après, puis ça s'est mieux passé. Puis, la vulnérabilité comme ça crée de l'espace. L'autre élément d'être vulnérable, puis Reda, après ça, j'aimerais ça interagir avec toi pour ta question. Fait que je vais te laisser te préparer mentalement. Si tu as le goût, si tu n'as pas le goût, tu as juste besoin de Stéphane, j'ai dire pas j'ai eu pas le l'occasion goût. de le placer, mais Reda a dû quitter malheureusement. Alors, je suis sûr que les éléments de réponse que tu pourras donner vont plaire quand même à tout notre auditoire, pardon. Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas forcément ce côté question de la part de Reda. Alors, peut-être que d'autres en auront. Surtout, n'hésitez pas à aider Stéphane à bien orienter ses réponses aussi. Ben aussi, c'est pour vous. Si vous voulez du coaching et des idées live, vous êtes les bienvenus à poser la question. Donc, l'autre volet à propos d'être vulnérable, c'est aussi à propos de nommer à l'autre comment vous vous sentez à propos d'avoir cette conversation-là. J'avais un gestionnaire il y a quelques années que ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait qu'il fasse comme la revue annuelle avec un employé, puis dire à un employé que ça faisait 5 ans qu'il se faisait dire qu'il faisait une super belle job, puis que c'était pas vrai, mais c'était une star. Il ne fallait pas perdre notre vedette. Fait que lui, il se faisait tout le temps flatter dans le bon sens du poil. Il fallait que ce gestionnaire-là, pour la première fois, dise à la personne quelque chose qui était un peu plus près de la vérité. Puis on en parlait ensemble, puis la personne me disait, ben comment je peux aborder ça? Tu sais, je suis vraiment pas à l'aise, je suis vraiment pas confortable, mais des fois, tu sais, ce que je lui avais proposé, c'est, tu peux commencer ta conversation comme ça. Tu sais, Jordan, là, on va avoir notre conversation de revue annuelle, puis je vais être franc avec toi, là, je suis vraiment pas confortable de l'avoir avec toi cette année. Puis ça va être tough, mais j'aimerais ça qu'on puisse l'avoir avec respect, qu'on puisse voir comment garder ça constructif quand même. En tant que gestionnaire, là, c'est une vraie vulnérabilité. Là. Pas faire semblant. Tu sais, des fois, en tant que gestionnaire, on se dit, bon, il faut que je le fasse, je vais mettre mes culottes, puis je vais le faire. Après ça, c'est comme si on se déconnecte émotionnellement, on se met froid. Mais ce n'est pas ça qui va créer la connexion. Puis c'est pas ça qui fait que la personne va peut-être avoir le goût de t'écouter ou le goût de travailler avec toi sur ce que tu lui apportes. Donc, des fois, juste de nommer, c'est pas nécessairement confortable pour moi, la conversation qu'on va avoir là, mais j'ai quand même besoin qu'elle se passe. Donc, est-ce que tu pourrais prendre le temps de m'écouter, essayer de ne pas réagir trop fort, puis moi, je vais essayer de te parler juste avec respect, puis de ne pas te juger dans tout ça. Puis faire ça, ça crée de l'espace. Ça permet d'avoir des discussions, des fois, qu'on ne pense pas qu'on est en mesure d'avoir. D'autres choses aussi à propos d'être vulnérable, je ne sais pas si j'ai un point sur ça après, fait que je vais le nommer ici. C'est aussi à propos de demander la permission. Donc,
J'aimerais te parler à propos de ce qui s'est passé ce matin. C'est-tu correct, Marie-Hélène, si on a cette conversation-là? Puis Marie-Hélène, elle va peut-être me dire oui, ou Marie-Hélène va peut-être me dire non, j'ai pas le goût de l'avoir. Mais j'aime bien mieux que Marie-Hélène me dise qu'elle n'a pas le goût de l'avoir, puis que je ne me bute pas à un mur, plutôt que d'essayer de forcer une pilule dans la bouche de Marie-Hélène quand elle n'a pas le goût de l'avoir. C'est pas productif, ça crée de l'attention, ça crée quelque chose qui n'est pas utile. Des fois, la conversation peut être non, je n'ai pas le goût d'avoir cette discussion-là. OK, fait que tu n'as pas le goût maintenant, Marie-Hélène, je comprends ça. Est-ce qu'il y aurait un meilleur moment pour l'avoir? Puis des fois, la réponse à ça va être oui. On pourrait s'en reparler dans une semaine quand je vais me calmer, quand, blablabla. Ou la réponse va rester non. Mais des fois, c'est correct. Surtout si c'est un collègue à qui on essaie de parler. Des fois, j'aime mieux, des fois, je conseille souvent aux gens, c'est mieux d'avoir un non que d'infliger du coaching ou que d'infliger quelque chose que l'autre personne n'est pas prête à recevoir. Donner aux autres le droit d'être imparfait. Fait que là, vous m'avez déjà eu dans des meet-ups. Ceux qui m'ont déjà eu, vous allez déjà avoir entendu cette histoire-là parce que je suis un vieux bonhomme et je me répète des fois. Donc, des fois, ce qui arrive dans les organisations, on s'attend aux autres, on s'attend des autres, on s'attend de nos collègues que les gens soient parfaits. Puis dans le fond, nous-mêmes, on ne l'est pas. Puis moi, des fois, ce qui me fascine dans un contexte organisationnel, là, pensez aux joueurs de baseball. Les joueurs de baseball, leur moyenne au bâton, des bons joueurs de baseball, des meilleurs frappeurs à la fin de la saison, leur moyenne au bâton, là, c'est quelque part entre, disons, 330 et 350, qui veut dire qu'ils frappent une balle sur 3 en lieu sûr. Une balle sur 3. Les deux autres, ils se font retirer. Ils retournent au bâton et ils retournent au banc avec le bâton sur l'épaule. Eux, ils ont le droit d'être imparfaits et on leur donne des millions et des millions et des millions. Mais nous, en entreprise, on est supposé être parfait. N'est-ce pas? Fait que des fois, comprendre que des gens, ils ne font peut-être pas exprès. Des gens ont peut-être fait du mieux qu'ils ont pu dans cette situation-là, puis ça n'a juste pas marché. C'était juste pas assez. Peu importe. Juste être capable d'amener cette compréhension-là peut créer de l'espace aussi. L'autre chose, c'est soyez juste, puis écoutez pour comprendre. Fait que ça se rapporte au premier point. Si on tombe dans nos jugements, si on tombe dans notre frustration, si on tombe dans notre colère, puis on essaie d'exprimer tout ça, des fois, ça finit juste par sortir tout croche. Ça finit juste par créer quelque chose qui n'est pas utile. Puis là, tout d'un coup, au lieu d'être dans une conversation où on essaie de se comprendre, on écoute pour mieux répondre, on écoute pour défaire les arguments d'autres. Puis là, on n'a plus une conversation qui est utile. D'être capable de réaliser que peut-être qu'on a deux perspectives différentes, mais que nos deux perspectives sont bonnes, que nos deux perspectives ont du mérite, bien, on est peut-être capable de se parler un petit peu mieux à ce moment-là. Un de mes préférés ici, là, c'est d'exprimer votre vérité. Puis ça, je fais la distinction entre exprimer votre vérité ou vomir votre vérité. Quand on vomit notre vérité, on va parler aux gens, on va dire exactement ce qui est dans notre tête, pas de filtre, pas de respect, c'est pas grave si la personne n'est pas capable de le prendre, tant pis, c'est le problème de l'autre. Mais quand on exprime notre vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ce qu'on pense, ce qu'on croit être vrai pour nous, mais on le dit d'une façon qui est respectueuse. On le dit d'une façon qui est ouverte à ce que l'autre personne ait sa propre vérité, qui est peut-être un petit peu différente de la nôtre. Je suis en train de parler de ça, puis là, je pense aux États-Unis. Ça, c'est l'exemple extrême, là, ce qui se passe avec Trump et Biden. Là. C'est deux mondes vraiment séparés. Là. C'était ma petite blague de conférencier. Là. Mais juste, ça va avec l'autre en haut d'être juste puis d'écouter pour comprendre. Finalement, choisissez de pratiquer ces choses-là en équipe. Fait que là, je vais revenir à Mathieu. Je ne sais pas si Mathieu est encore là. Et malheureusement, non. Mathieu, quand on parlait de l'entente de collaboration tout à l'heure,
dans cette entente de collaboration-là, c'est quelque chose qu'on doit vouloir faire ensemble. On doit vouloir se pratiquer, sachant qu'on ne va pas être parfait à le faire. Mais, tu sais, on ne va pas être parfait à se caler, on ne va pas être parfait à s'en parler, mais se laisser de place et dire c'est vraiment ça qu'on veut faire ensemble. Fait que comment est-ce qu'on peut le faire ensemble et essayer de rendre ça le plus productif possible. Mais c'est un choix. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait le goût de faire ensemble. Donc, j'ai fait le tour de beaucoup de mon contenu. Juste vous montrer quelques petites affaires vite, vite. Si vous voulez voir l'article sur lequel c'était basé, puis je vais prendre du temps après pour prendre vos questions, pour jaser comme vous voulez. Je vais juste passer mes 2-3 dernières slides comme ça, puis ça va aller vite. Le coût élevé de la dette conversationnelle, ça, c'est un article que vous allez trouver sur mon blog. Et puis, dans le fond, c'est une version allégée de la conférence qu'on est en train d'avoir ici. J'ai aussi 2 cadeaux, si ça vous tente, si ça vous intéresse. J'ai un rapport spécial sur les leaders en dormance. Puis j'ai aussi une série vidéo sur les conversations difficiles que vous pouvez avoir gratuitement en allant visiter le site, juste pour vous montrer plus concrètement c'est quoi ces 2 choses-là. Pour la série vidéo sur les conversations difficiles, c'est 3 vidéos de temps total, c'est à peu près 45 minutes. Puis ça explique un peu l'approche que je propose aux gens dans notre programme de coaching autour des conversations difficiles. C'est complètement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire sur le lien. Vous allez avoir accès à la série au complet de vidéos. Puis, comme j'ai dit, ça explique notre approche à haut niveau qu'on prend plus en détail à l'intérieur de notre programme de coaching. Ensuite, le document sur les leaders en dormance. Un leader en dormance, ça, c'est des gens au travail, des gens qui ont beaucoup de leadership quand ils sont dans leur environnement quand ils sont dans leur communauté, dans leur famille, mais quand ils arrivent au travail, ils n'ont pas le bon titre. Ils n'ont pas un titre qui dit qu'ils sont directeurs de quelque chose. Ils n'ont pas un titre qui dit qui leur met dans une position supposément de leadership. Donc, au final, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas supposé être un leader ici. Fait qu'on s'éteint tranquillement. Ce document-là, c'est basé sur quelques articles que j'avais écrits. C'est complètement gratuit aussi. Donc, on vous explique c'est quoi les leaders en dormance. On vous laisse voir si vous vous reconnaissez dans ça. Et on vous donne 5 façons concrètes, 5 choses concrètes que vous pouvez faire pour essayer d'amener votre leadership au travail ou un peu partout dans votre vie. Ça, c'est assez récent. On l'avait créé l'année passée, mais avec mon rebranding, je l'ai republié, refait dans le dernier mois. Donc ça, vous êtes les bienvenus aussi. Et puis, finalement, la dernière chose que je voulais vous parler, on parlait de dette conversationnelle. Comment est-ce qu'on fait pour la régler? J'ai un programme que j'offre de coaching sur 6 semaines autour d'apprendre à maîtriser les conversations difficiles. C'est 6 semaines, 2 heures par semaine. On vous donne des devoirs. La première semaine, c'est autour du mindset. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des conversations difficiles? Des 2 autres semaines, c'est autour de la préparation. Comment est-ce qu'on se prépare à avoir des conversations? La 3e semaine, c'est autour de comment est-ce qu'on invite les gens à avoir des conversations. Les 3 dernières semaines, c'est quand je suis dans la conversation, comment est-ce que je le gère? Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir ça sur le site web aussi. J'ai fini ce que j'avais à vous partager. Je vous invite, si vous voulez jaser, discuter, poser des questions, sentez-vous libre, je vous écoute. Petite question de la part de Ralph qui demandait si le PowerPoint serait partagé, Stéphane. Je n'ai pas tendance à partager des PowerPoint parce qu'ils ne sont pas utiles sans moi. Mais moi, j'ai tout enregistré la session audio ici. Donc, je pourrais faire un vidéo monté avec mes slides. Puis, si tu me fais signe sur LinkedIn, Ralph, je pourrais te le partager.
Aussi, Stéphane, j'aimerais ça pouvoir partager le lien de tes formations dans le canal de discussion. Est-ce que tu peux m'indiquer où le trouver sur ton site web, s'il te plaît? Oui, c'est... je suis déjà sur ton site. C'est juste que j'aimerais ça pouvoir le partager. Excuse-moi. J'essaie de trouver le bon. En anglais, c'est celui-là. C'est surdec.com/fr/événements. Puis dans ça, vous allez trouver des programmes de conversation difficiles qui s'en viennent en janvier. Il faut que j'en replanifie un autre par après. Puis il y a aussi la formation Management 3.0 qui va faire son grand retour très bientôt en mode virtuel. Je peux mettre ça déjà, ça me paraît bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, des choses? Oui, alors Marilyn avait une question. Avez-vous des trucs si les conversations difficiles sont constamment reportées par les gens de l'équipe de gestion/direction? Gestion/direction. Fait que pour ça, c'est vraiment d'amener ce sujet-là, puis de parler de l'impact, puis aussi de demander aux gens pourquoi. Pourquoi tu n'as pas cette conversation-là, ou pourquoi tu n'es pas intéressé de l'avoir, ou pourquoi. Être curieux envers ces personnes-là, puis partager l'impact. Je vais vous mettre mon courriel ici si vous voulez m'écrire. Vous pouvez m'écrire directement aussi. Mais le truc, c'est vraiment d'initier cette conversation-là. Probablement, moi, j'essaierais d'initier dans un one-on-one. Si tu as un one-on-one régulier avec le gestionnaire en question, avec qui ça arrive, moi, c'est là que j'essaierais de le faire en premier lieu. Si ça, ce n'est pas possible, j'appellerai une rencontre spéciale pour ça. Avez-vous d'autres questions? Je ne trouve pas ton texte sur les leaders dormants, je ne le trouve pas du tout, Stéphane. Tu n'arrives pas à suivre le lien? Ben, j'ai pas le lien. J'ai partagé celui du site web de Stéphane avec sa page formation. On retrouve le management 3.0, le leadership co-créatif et le coaching pour leaders. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. J'ai l'impression que c'est comme c'est des liens sur ton ancien site. Est-ce que c'est possible? Non. C'est parce que ce qui arrive, c'est que dans la section des ressources gratuites, elle va être publiée. Ça fait de secret un peu, de secret de polichinelle, c'est que ça fait 1 an qu'on est en train de rebâtir, rebrander des affaires, puis c'est pas tout qui est 100% online encore. Si tu mets le lien directement que tu vois à l'écran, ça va t'amener à la bonne page. La section des ressources va être en ligne dans la prochaine semaine. OK, à faire. OK, merci. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que c'était intéressant comme session? Ça marche! Oui, très intéressant pour moi, oui, merci. Super, merci beaucoup Marie-Hélène. Merci beaucoup à vous. Si personne n'a de questions, est-ce que tu as un mot de conclusion, Stéphane? Quelque chose que tu aimerais évoquer? J'ai pas mal fait le tour de mon côté. Okay. Oui, je voulais permettre aux gens de voir ce qui était dispo s'ils voulaient des... En tout cas, tu es beaucoup remercié. Hein. Dans le chat, là, tout le monde est unanime. Ça te remercie. Ben, merci d'être venu tout le monde. C'est le fun des sessions comme ça.
Malika, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de ton côté? Non, je pense que tu as très bien fait l'animateur ce soir. Comme mon micro n'était pas très bien réglé par Merci. rapport à Stéphane, donc tu as très bien pris le relais. Je te remercie beaucoup. Oh, bah, avec plaisir, merci. Euh, Moi, je vais en profiter pour vous dire que ça clôture notre année 2020 au niveau des meet-up. Le prochain sujet qui sera évoqué sera simplement en janvier de mémoire, le 26 ou 27 janvier. Je vais vous dire ça précisément. Le 26 janvier, ce sera Roman Pichler qui animera un sujet autour de, je vous dirais, les parties prenantes dans tout ce qui est lié à un rôle de product owner, comment gérer, communiquer, collaborer avec l'ensemble des parties prenantes pour bâtir une vision produit. Ce sera ça le prochain sujet en janvier 2021. Et à ce niveau-là, bah, je vous remercie de nous avoir suivis sur toute l'année 2020. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir courant 2021 et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année avec une bonne avance. David, merci d'être venu. C'est le fun de te voir. Oui, toi aussi, ciao. Je t'appelle demain. OK, super. Merci, au revoir. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, j'ai un peu d'avance sur la bonne année. Mieux vaut tard que jamais. Eh bien, Malika, on peut dire avec Stéphane aussi que c'est un franc succès Clairement, ouais, Stéphane. ce meet-up. Donc, à l'occasion, peut-être que ça pourrait valoir le coup aussi de le refaire. Stéphane, je ne sais pas si tu m'entends encore. Oui, je t'entends encore. Super. Peut-être que ça pourrait valoir le coup de refaire une session 2021. Je ne sais pas si on a pu avoir le maximum de personnes pour celle-ci, mais en tout cas. Tu veux que j'arrête l'enregistrement déjà là? Peut-être. Oui, très bonne idée, Malik.